Aujourd'hui, nous allons accélérer votre anglais. Je pense sincèrement que ce qu'on voit ici, si vous n'en avez pas conscience, si vous ne le comprenez pas, vous aurez le plus grand mal à bien parler anglais. Pas de souci, vous allez voir, je vous fais des choses de manière la plus pédagogique possible, de la manière la plus simple possible dans cette vidéo. Je pense que ça va vous débloquer si vous avez l'impression d'être en mode plateau, vous ne progressez pas trop. Et surtout, c'est pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du mot à mot pour passer du français à l'anglais et qui se disent « Oh là là, ça provoque beaucoup de fautes, comment je m'en sors ?» Allons-y, c'est parti. Let's do it! Regardez, c'est très simple. J'ai préparé 4 phrases pour vous. On en voit 2 dans cette première partie et j'ai souligné le plus important, les éléments auxquels il faut vraiment prêter attention. Encore une fois, si vous comprenez bien ce qu'on voit dans cette vidéo, je pense sincèrement que vous faites un grand pas en avant pour bien parler anglais. Le but du jeu, c'est de le faire, parce que ce n'est pas du tout une punition, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, comme si vous étiez avec moi. Donc déjà, dites-moi comment on dit en anglais « se casser la jambe » ou « je me casse la jambe ». Mettons au présent simple, même si au niveau sens, ce n'est pas terrible. Juste comment vous dites « je me casse la jambe ». Présent simple. I, et je vais essayer de ne pas trop faire de gribouillis, je vous promets de faire le maximum. I break, exactement, my leg. Donc déjà, vous voyez ici, on ne se casse pas la jambe en anglais, on se casse sa jambe. My arm, my leg. My arm, c'est exactement le bras. Ok, maintenant ce qui nous intéresse en fait, c'est ici. Comment je dis « je viens de me casser la jambe » et je vais même vous donner un petit secret qu'on ne vous dit jamais et qu'utilisent en fait tous les anglophones à l'oral ou en tout cas une grande partie des anglophones. Je viens de me casser la jambe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au moment où je prononce cette phrase, moi le locuteur, c'est-à-dire celui qui énonce la phrase, je suis au présent. T0, ok? Time. Sauf que moi, je viens de me casser la jambe avant. Par exemple, à -1. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il s'est écoulé, même si c'est peu de temps, une période donnée entre le moment où je me casse la jambe et au moment où je constate que je me suis cassé la jambe, même s'il y a peu de temps. Donc, en fait, quand je dis « je viens de me casser la jambe », j'exprime au présent, à T0, une action qui s'est déroulée dans le passé. Donc, j'en exprime la conséquence de cette action au passé. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots? Oui. Mais regardez, ce n'est pas tout. Vous allez me dire, mais évidemment, c'est le present perfect. Mais vous allez voir, il y a encore une astuce en plus. Donc, effectivement, oui, c'est le present perfect. Pour dire « je viens de », ça vient de se passer pour exprimer la conséquence au présent d'un événement dans le passé. C'est bien, effectivement, le present perfect. Mais alors, comment on le forme? Ce present perfect, c'est soit have, l'auxiliaire have, à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier. C'est has. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire. Avoir au présent. Plus le PP. Qu'est-ce que c'est? C'est le past participle, c'est le participe passé. C'est soit le verbe avec ED, si c'est un verbe régulier. Si c'est un verbe irrégulier, souvenez-vous de cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner en cliquant ici en bas à droite. I speak, donc ça c'est notre base verbale. Spoke, la base verbale c'est l'infinitif sans le to. To speak, speak c'est votre base verbale. I speak, spoke, passé, spoken. C'est votre participe passé pour un verbe irrégulier. Vous voyez, c'est très simple avec ce minuscule et rapide moyen mnémotechnique, vous pouvez retenir très facilement un participe passé pour un verbe irrégulier et après ça vous permet de vous souvenir comment on forme le present perfect très facilement. Donc ici on a cassé. Casser c'est to break. Qu'est-ce que ça nous donne au participe passé, pardon? C'était pour voir si vous suiviez. Broken, exactly. Broken. Comment on va dire donc je viens de me casser la jambe? On va dire je viens juste, même si venir de et juste, il y a une redondance, mais on va rajouter juste. Allez, je viens juste de me casser la jambe.
I just, non, il faut mettre l'auxiliaire en premier et après l'adverbe. I have just broken my leg. Ok, super. Donc, vous voyez, déjà, c'est pas the leg. Et attention, ici, on a un present perfect. C'est surtout pas un présent comme en français. Une fois que vous avez compris ça, c'est top. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va faire du pratico-pratique. En fait, ce qui se passe, et notamment en anglais américain, la plupart du temps, quand vous avez un adverbe qui indique que ça vient de se dérouler il y a très peu de temps, donc ici just, qu'est-ce que vous faites? Vous vous embêtez même pas, vous mettez au passé. Vous allez dire très facilement, vous allez entendre, voire même lire I just broke my leg. Vous allez me dire pourquoi je dis pas I just broken my leg. Ah, très bonne question. Parce que broken, c'est le participe passé. Mais la forme passée, vous savez, la deuxième colonne des verbes irréguliers pour to break, c'est broke. OK. I just broke my leg. Oui, ça fait mal. It hurts. Allez, hop, je vous le donne en plus. It hurts. Exactly. Maintenant, franchement, là déjà, on a fait du beau boulot. Bravo. Continuons. Si je vous dis j'arrive, on sait, vous et moi, que si je dis j'arrive, je ne suis toujours pas parti. Vous voyez, je ne suis pas en marche. C'est un futur immédiat, très très proche, quasiment immédiat, mais qui n'a pas encore démarré. Donc, j'utilise le présent comme figure de style, c'est-à-dire pour dire c'est tellement quelque chose que je vais faire dans très peu de temps que je le dis au présent. En français comme en anglais. Mais en anglais, est-ce que vous allez dire I arrive? Non, parce que si vous dites I arrive, on a l'impression que vous êtes une royauté ou que vous débarquez avec un porte-avions. Il y a un côté officiel avec beaucoup de choses qui est presque bizarre. C'est d'ailleurs assez soutenu. C'est un peu plus soutenu, d'accord? On ne dit pas I arrive. Ça ferait rire. On ne dit pas non plus, et c'est là où il faut faire attention, I come. Vous dites, OK, j'arrive, présent, je suis en train d'arriver, là j'arrive, I come. Non, vous êtes en train d'arriver justement. Quand vous dites j'arrive, c'est littéralement là je suis en train d'arriver. En anglais, si je dis j'arrive aussi, c'est comme si je suis en train d'arriver. Et on va utiliser le verbe, donc come, mais on va l'utiliser au présent continu pour décrire qu'on est en train de le faire. Comme en français, on est en train de le faire, même si ce n'est pas vrai, c'est dans un futur tellement proche qu'en fait, c'est comme si on était en train de le faire. Donc, on va dire « I'm coming ». Et au lieu de dire, si par exemple, je vous dis « Time to eat », il est temps, et ça c'est un « ilon », d'accord? Il est temps de manger, « Time to eat ». Et là, vous ne dites pas « I arrive », vous ne dites pas non plus « I come », vous dites « I'm coming », ou même vous pouvez dire « coming », j'arrive, ok, arrive. En fait, les Anglais, là, les anglophones, ils enlèvent le I'm coming, mais ça, c'est vraiment à l'oral. Normalement, quand on construit bien sa phrase, on dit I'm coming avec éventuellement un point d'exclamation. D'accord? Et une chose très importante, j'ai regardé avant de faire cette vidéo, hier, vous avez été plus de 30 000, oui, 30 000 personnes à regarder les cours de I Speak Spoke Spoken. Donc, au fil du temps, ça fait presque 10 ans, j'ai l'habitude, puisque vous me laissez donc de nombreux commentaires que je lis tous, même chose pour vos emails, de voir les fautes que vous pourriez faire. Et là, vraiment, j'ai sélectionné pour qu'on soit ultra efficace, appuyé exactement où ça permet d'activer votre anglais en fonction de votre langue maternelle qui est le français. C'est hyper important. Et regardez ce qui suit. Petite dédicace à tous ceux qui se fourrent le doigt dans l'œil en vous disant de toute façon, si tu commences à parler en anglais, si tu veux faire de l'anglais, si tu parles très souvent en anglais, tu vas abîmer ton français. C'est faux parce que plus vous connaissez le français, plus cela sera facile d'écrire et de parler en anglais et je vais vous le prouver dans un instant. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que, par exemple, si vous êtes mauvais en orthographe, vous ne pourrez pas parler anglais. Ça, c'est totalement faux. En revanche, plus vous avez une bonne connaissance du français, notamment au niveau grammatical, plus vous aurez des facilités à apprendre l'anglais. Okay? Pourquoi? Parce que là, par exemple, si vous êtes capable de me dire
Nous étions tombés d'accord. Je sais que c'est un plus que parfait. Qu'est-ce qu'un plus que parfait? C'est un temps qui permet de parler d'une action au passé avant une autre action au passé. Donc, regardez. I'm speaking with you. Là, je suis en train de parler avec toi. D'accord? Il y a une action au passé là dont on n'a pas vent, mais on voit que c'est écrit, donc c'est bien du plus que parfait. Mais dans le contexte, il doit y avoir une action au passé. Et en fait, là, nous étions tombés d'accord. Ça se passe avant cette action au passé. Pourquoi ça se passe avant cette action au passé? Encore une fois, parce qu'on a un plus que parfait. D'accord? On a notre participe passé, on a notre verbe être au passé. OK? Nous étions tombés d'accord. C'est pas nous sommes tombés, c'est pas nous tombâmes d'accord, c'est pas du passé composé, c'est pas de l'imparfait, c'est pas du passé simple. Comment on forme le plus que parfait en anglais? Alors, on a un peu de chance parce que c'est à peu près le seul temps où lorsque vous avez un plus que parfait en français, vous avez un past perfect en anglais. Donc ça, c'est bien. Puisque vous l'avez remarqué, ce n'est pas parce que vous avez un présent simple en français que vous aurez un présent simple en anglais. Ce n'est pas parce que vous avez un passé composé que vous avez sûrement un present perfect en anglais. Ça ne marche pas. On l'a vu, regardez, juste avant. Je viens de me casser la jambe, c'était soit une forme passée, soit un present perfect. OK? Là, c'est un présent simple. En anglais, qu'est-ce qu'on utilise? Un présent continu. D'accord? Alors, attendez, j'essaie de faire le malin et de ne pas regarder pour changer la slide. Magnifique. Voilà. Il faut peu de choses pour être satisfait de soi-même. Bon, écoutez, si ça suffit, tant mieux. En tout cas, moi, ça m'a bien fait, entre guillemets, rigoler. Nous étions d'accord. Donc, ça ne me dit pas comment on forme notre past perfect. Bon. Present perfect, c'est l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Past perfect, vous me voyez arriver, c'est l'auxiliaire avoir au passé, donc had, plus notre past participle, notre participe passé. Souvenez-vous, I speak, spoke, spoken. Spoken, c'est notre participe passé du verbe irrégulier. To speak, all right? D'ailleurs, tous les gribouillis que vous me voyez rédiger savamment à l'écran, bon, c'est de l'autodérision, bien évidemment. Par contre, ce qui n'est pas de l'autodérision et ce qui est tout à fait vrai, c'est que vous pouvez tout télécharger, chers amis. On a fait un beau résumé pour vous, bien mis en forme. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous pour télécharger le tout. Et par la même occasion, est-ce que je vous fais un quiz de révision? Peut-être que ça ne sert à rien pour 4 phrases. On va juste mettre les slides, mais au moins vous aurez un cours bien en forme. Donc, vous cliquez en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on a comme verbe? Être d'accord, tomber d'accord. On va le traduire tout simplement par être d'accord. Est-ce qu'en anglais, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va parler de vocabulaire. Est-ce que c'est to be agreed? Par exemple, être d'accord. Sûrement pas. C'est to agree with. Être d'accord avec quelqu'un. I agree with you. Je suis d'accord avec toi, ok? I agree with. Et c'est pas with, c'est with. I agree. Vous avez votre accentuation sur la seconde syllabe au passage. I agree with you. Exactly. So listen to me, please. Listen very carefully, okay? I mean it. All right? So, nous étions tombés d'accord. We had, notre verbe c'est to agree. On rajoute le D, c'est un verbe régulier. Alors, pas besoin de rajouter ED ici parce qu'on a déjà 2 E. Donc, vous imaginez si on avait ça, ça serait un peu violent si je puis dire. Il ne faut pas exagérer. 2 voyelles, c'est suffisant. Donc, we had agreed de parler de quelque chose. Alors, I'm talking with you. Je suis en train de vous parler. Mais ici, c'est en parler au sens d'en débattre, vous voyez, de faire une vraie discussion. Et, chose pas tout à fait liée au hasard, on va employer un mot d'origine française, puisque nous, on adore, alors dans les pays francophones, mais encore plus en France, de débat, la discussion. Et donc, débattre, discuter, c'est to discuss. Discuss. Aussi là, accentuation sur la seconde syllabe. Donc, on a we had agreed to
discuss it. All right? Attendez, je vais faire un petit effort. Voilà, magnifique. Nous étions d'accord, nous étions tombés d'accord, pardon. To discuss it. D'en parler. OK? Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre à la fois pourquoi être d'accord, c'est to agree with, mais bon, ça c'est du vocabulaire. J'ai envie de dire, c'est un peu pile ou face, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Mais après, c'est toute la réflexion, OK, comment je forme le temps à partir du français? Et c'est là, et c'est pour ça que je vous disais que plus vous connaissez le français, plus c'est facile. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous ne saviez pas que c'était un plus que parfait, entre guillemets, un peu instantanément, en mode réflexe, vous n'allez jamais y arriver. Pas du tout. J'insiste. Si vous avez bien compris qu'en fait, ici, on exprime une action au passé avant une autre action au passé, c'est tout bon. C'est comme si je vous disais, nous avions parlé avant qu'il arrive, vous voyez? Nous avions parlé avant qu'il arrive, il est arrivé dans le passé et nous avions parlé, ça se passe avant qu'il arrive. C'est du plus que parfait, c'est la même chose. Nous avions parlé, nous étions tombés. C'est votre plus que parfait. Apprendre à partir des exemples, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, regardez, je vous donne une astuce d'enfer pour poser facilement une question en anglais. Quand vous avez « est-ce que », vous le virez. Ça, c'est un immense piège. En plus, ce n'est pas très beau en français. On pourrait tout simplement dire « où habites-tu » Pourquoi? Parce que quand vous voyez « est-ce que », vous dites « ok, il y a le verbe être, donc je vais mettre soit are, soit is, soit am ». Ok, donc là, c'est tu, donc ça va être are. Where are you live? Where are you? Non, ça ne marche pas. Enlevez le est-ce qu'il faut retraiter la question en français. Où habites-tu? C'est une question à quel temps? On est dans le passé, dans le présent ou dans le futur? On est dans le présent. Ok. Donc, c'est où habites-tu de manière générale, présent simple. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Si vous voyez que la question porte sur le verbe être, vous allez devoir utiliser to be pour la phrase. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, pour former votre question, vous allez devoir utiliser le verbe to be si vous aviez le verbe être ici. Par exemple, où es-tu? Si la question ne porte pas sur le verbe être, ce qui est le cas ici puisque c'est le verbe habiter, vous allez utiliser l'auxiliaire do pour former votre question. D'accord? Et ça sera d'ailleurs did si c'est une question au passé. Mais là, on s'occupe des questions au présent. Donc, je fais une magnifique rotation pour vous montrer que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met notre mot interrogatif, where, notre auxiliaire, notre sujet, d'accord, plus notre verbe et notre point d'interrogation, bien évidemment. Donc, ça nous donne where do you live? Et c'est aussi facile que ça. Where do you live? Où est-ce que tu habites? Vous allez me dire, Adrien, mais je ne comprends pas. Il me semble qu'on peut aussi dire where are you living? Alors, est-ce qu'on peut ou pas et est-ce que ça serait juste? Eh bien, regardez. C'est là où l'anglais est subtil et pas forcément une langue facile. Ça, c'est juste. Mais ça exprime une donnée générale. Où est-ce que tu habites? Sans doute depuis des années. Là, quand on a un présent progressif, c'est-à-dire que c'est en train de se dérouler là, où est-ce que tu es en train d'habiter maintenant? Ça sous-entend un caractère temporaire. Je suis à Paris pour une semaine. Et là, vous dites I'm in Paris for 1 week. Là, vous dites oh, where are you living? Là, sous-entendu là maintenant, pendant cette semaine, cette période temporaire pendant laquelle tu es à Paris. Oui, là, on pourrait dire where are you living? Vous allez me dire, mais alors, Adrien, où est-ce que tu habites ou où habites-tu? Comment si je sais? Si c'est de manière générale ou si ça porte sur un caractère temporaire? Si vous voyez la phrase de but en blanc, vous ne pouvez pas le savoir. Il vous faut du contexte. C'est normal. Il vous faut du contexte pour savoir si c'est plutôt présent simple ou présent progressif. Voilà, chers amis. J'espère que c'était clair. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, vous me la mettez juste en bas. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis là
pour vous aider. Donc franchement, encore une fois, aucune hésitation, vous la mettez juste en dessous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et vous connaissez. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Ça ne mange pas de pain. Bye bye, have a nice day.